Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous décrire un certain nombre d'initiatives du groupe Orange sur le sujet qu'on appelle la e-santé, ou plus précisément, en fait, comment les nouvelles technologies et celles qui relèvent de nos compétences et de notre positionnement peuvent participer, je dirais, à l'amélioration de l'ensemble de l'écosystème de santé dans nos pays développés, dans les pays émergents. Vous verrez que ce sont des écosystèmes en général complexes, puisqu'évidemment au centre, on retrouve le patient et sa famille, les professionnels de santé au sens large, les différents ministères, acteurs publics, les ONG en particulier évidemment dans les pays émergents, les laboratoires pharmaceutiques, les mutuelles, les assureurs. Donc ce sont des écosystèmes complexes. Nous avons un rôle, je dirais, qui doit rester humble. Être un opérateur, finalement, qu'est-ce qui est le fondement d'un métier d'opérateur? Je le qualifierai en un seul mot, c'est le lien. Donc, qu'est-ce que veut dire le lien dans la e-santé? Je vais donc m'atteler à le développer à l'instant. Je crois que ça reste... c'est un fondement assez fort. C'est-à-dire que finalement, d'une part, j'ai dit que les nouvelles technologies devaient être au service d'un écosystème et de son progrès global. Je crois qu'il ne faut pas, en tant qu'acteur technologique, voir le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire potentiellement être tenté par le risque d'être dans du techno-push, en fait, de pousser les nouvelles technologies là où finalement on ne fait pas nécessairement progresser l'ensemble de l'écosystème. Donc la e-santé, alors si vous allez sur Internet, etc., ou peut-être qu'un certain nombre d'entre vous travaillent ou ont des compétences dans ces domaines-là, vous verrez de nombreuses définitions. C'est vrai qu'en fait, on peut tout imaginer dans la e-santé, des opérations à distance, des choses assez spectaculaires. En fait, je crois qu'à court terme, nous allons, en tant qu'Orange et les opérateurs, les acteurs de nouvelles technologies, nous focaliser sur quelque chose d'assez clé, en fait, qui est l'information. Puisque, avec la dématérialisation d'un certain nombre d'usages, l'information de santé est quelque chose, finalement, d'assez clé dans les usages, que ce soit pour le patient, pour conserver ses propres données s'il le souhaite, éventuellement les enrichir lui-même, et puis bien sûr, tous les professionnels de santé avoir accès à l'information, bien entendu de manière très sécurisée, pour pratiquer leur métier. La pluridisciplinarité est quelque chose qui se développe de plus en plus, sont des volontés fortes, sur les pathologies complexes en particulier. Donc il y a de plus en plus besoin de partager de l'information au moment où un patient est dans un cycle de soins et après ce cycle de soins. Et puis même avant, finalement, dans des logiques de prévention, d'éducation, essentiellement. Alors, je crois que je viens de vous le décrire finalement. Donc, comme vous voyez, c'est un écosystème, la santé en général. Et là, le slide que je vous présente s'applique plus, je dirais, à nos pays, en fait, où la population vieillit, où, y compris dans nos pays, l'accès aux soins n'est pas toujours simple. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se passe en ce moment, tous les phénomènes. On sait que la démographie médicale est un problème. Le numerus clausus en France pose un problème. En ce moment, il y a des grandes réactions autour des pédiatres, puisque nous sommes un pays qui fait des enfants, mais nous avons de moins en moins de pédiatres. J'entendais ce matin qu'une jeune maman qui habitait dans le sud-ouest était obligée de faire des kilomètres et des kilomètres une fois par mois pour les examens de son jeune bébé, puisque j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir qu'un bébé, dans la première année de sa vie, doit avoir des examens très très régulièrement, et elle n'avait pas pu être suivie par un pédiatre. Donc, y compris, je dirais, dans nos pays, en France, l'accès aux soins est inégal. Si les nouvelles technologies peuvent apporter un certain nombre de leviers qui effacent ce type d'inégalité, il me semble qu'on est dans le sujet qui nous occupe ce matin. Alors, aussi des phénomènes liés à nos pays. Notre population vieillit.
En France, on a passé le cap d'un quart de notre population qui a plus de 60 ans cette année, enfin l'année dernière, en 2010, ce qui engendre un développement des maladies chroniques et évidemment, à un moment, comment faire pour que l'ensemble de cette équation, l'accès aux soins pour tous, le suivi d'une maladie chronique pour chacun, et puis l'équation économique de tout ça puisse être durable. Les coûts de santé dans les PIB sont importants, comme vous pouvez le constater dans nos pays. Alors, c'est un peu tout ce constat qui a fait qu'il y a quasi 4 ans maintenant, le groupe Orange a souhaité monter une division santé. Donc je peux peut-être, avant de zoomer sur le sujet de la santé, un petit mot sur Orange. Bon, vous nous connaissez, je pense tous, au travers de nos activités en France. Nous sommes présents dans de nombreux pays en Europe et en Afrique. Et aussi peut-être une activité moins connue qui est notre activité auprès des entreprises en France et internationale. C'est la partie du groupe Orange à laquelle j'appartiens. Donc l'illustration que je vais vous livrer sera sans doute un petit peu déformée par mon métier, puisque au quotidien, je travaille avec des acteurs industriels ou des acteurs hospitaliers pour essayer de faire progresser cet écosystème. Je dirais que plus largement sur Orange, l'innovation est au cœur de nos préoccupations depuis toujours. Nous avons plus de 3000 chercheurs, avec historiquement beaucoup de nos chercheurs qui sont présents sur le territoire français, mais également de nombreux centres de recherche qui ont été créés depuis plus de 5 ans maintenant sur l'ensemble du globe. Et puis ce qu'on appelle aussi des centres de développement de services, dont très récemment un centre en Afrique. Donc l'innovation reste au cœur de ce qu'on a toujours, je pense, souhaité pousser. Et l'idée n'est pas de la faire uniquement depuis la France, mais bien sûr de s'enrichir des partenariats locaux, des cultures locales et bien comprendre en fait à qui on s'adresse localement. Alors, j'ai essayé de vous dire finalement qu'est-ce que l'innovation et l'innovation responsable sur le sujet de la e-santé. Donc, comme je le disais en introduction, la e-santé qui se décline selon de nombreux axes. Il y a un premier axe qui est relativement médiatisé autour de la télémédecine. Alors, qu'est-ce que c'est la télémédecine? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que vraiment, demain, on soignera quelqu'un à distance? Alors, on ne va pas forcément jusque-là. Déjà, permettre à un médecin qui n'est pas un spécialiste d'accéder à l'expertise d'un professeur, d'un autre médecin à distance, c'est une forme de télémédecine. C'est ce qu'on appelle la téléexpertise. C'est notamment ce type de sujet qui peut être intéressant dans des pays où l'accès aux soins est géographiquement très difficile. Donc dans des pays en Afrique, par exemple, c'est ce qu'on est en train de regarder avec l'ensemble des acteurs. Un autre type de télémédecine, ça peut être ce qu'on appelle la téléconsultation. Donc à distance, ne pas demander à un patient d'être très loin et de venir se déplacer pour une consultation qui peut être cyclique dans certaines pathologies ou parce que la personne est âgée. Donc ce sont des choses qu'on est en train de tester, notamment à la PHP, dans un service de gérontologie, éviter de déplacer les personnes âgées parce que c'est relativement traumatisant pour elles, y compris sur des petites distances, ça mobilise une ambulance, etc. Elles vont pas forcément déjeuner ce jour-là, elles vont attendre, etc. Et donc on est en train je dirais, de regarder ces usages et de voir comment les patients les vivent, ne plus être déplacés, rester dans l'hôpital où ils séjournent, avoir une consultation à distance avec une équipe spécialisée et comment aussi, bien sûr, les équipes médicales vivent ce nouveau type de lien. Donc, je dirais que globalement, la e-santé, c'est participer à l'amélioration de la qualité des soins. C'est bien entendu s'adapter aux problématiques locales. On ne va pas avoir les mêmes problématiques en Europe et aux États-Unis avec des maladies chroniques, notamment par exemple le diabète. J'avais quelques chiffres dans mon premier slide. Le diabète est un phénomène malheureusement très important
qui peut avoir évidemment des aspects génétiques. Il y a toute une partie de la pathologie qui est génétique, mais il y a aussi une partie de la pathologie qui est liée en fait aux habitudes alimentaires, à la surcharge pondérale, etc. Et vous le savez, c'est une pathologie en forte croissance. Et c'est vrai que si on peut éduquer les patients à mieux se nourrir, etc. Et puis aussi avoir à distance un certain nombre de suivis de la maladie, de son taux d'insuline. On assure un meilleur bien-être du patient et à un moment aussi, on donne un accès plus réparti sur les territoires et plus réel parce que cette maladie est vraiment en très forte croissance et il faut s'assurer qu'on aura assez de professionnels pour gérer cette maladie. Bien sûr, on n'a pas les mêmes problématiques dans les pays émergents. On va être plutôt sur l'accès aux soins en tant que tel. On a des programmes, on a travaillé avec des associations au Mali notamment, avec nos centres de recherche sur malheureusement la mortalité infantile et quels soins il faut veiller à donner à son enfant, etc. Donc finalement des programmes qui sont proches de la santé et très proches de l'éducation. Donc il y a souvent en fait une association entre les deux démarches. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je dirais que Orange, nous sommes un opérateur. Donc je vais essayer de vous décrire dans la suite comment nous participons humblement, au travers de cet axe qui reste le lien, à l'ensemble de ce dispositif. Et puis, je dirais que quand on parle de lien, il y a un élément qui est très très fort dans la santé, et dès qu'on parle de dématérialisation d'informations, puisque finalement c'est toujours un peu ça, il y a toujours à un moment une information électronique ou digitale ou numérique, vous l'appelez comme vous voulez, qui va être véhiculée d'un endroit A à un endroit B, entre un patient, un médecin et un autre médecin qui va être stocké à un endroit. Donc il est indispensable évidemment de s'inscrire dans un environnement sécurisé, un environnement d'intégrité finalement, que ces données non seulement arrivent... si je prenais un petit peu la métaphore de notre cœur de métier, on a démarré, c'était le téléphone, finalement c'est quand même un peu ça, c'est que les gens aient le choix, que les gens décident de rentrer en communication, soient en confiance par rapport à la qualité de cette communication et l'intégrité de la conversation qui est échangée au cours de cette communication. Si on prend la transposition dans la e-santé, je pense qu'on a vraiment ce type d'enjeu et ce type finalement de devoir et de responsabilité à mettre en œuvre. Et donc c'est ce qu'on appelle Bonds and Trust, pour faire un petit anglicisme. Bien sûr, tout ça doit s'inscrire dans des modalités économiques, ce qui n'est pas simple. Et puis aussi engendre des nouveaux types d'usages, des nouveaux modèles, des nouveaux types d'organisation. Et je dirais que tout ça est à prendre avec une certaine humilité, à travailler avec l'ensemble des acteurs. Alors, une fois qu'on a parlé de e-santé, c'est vrai que c'est très très large. Donc, en ce qui nous concerne, on a essayé de cartographier en 3 grands segments ce que veut dire la e-santé et comment est-ce qu'on peut innover dans ce type de service. Donc un premier axe, c'est tout ce qui va être lié aux professionnels de santé, en fait. Comment les services de télécommunication, nouvelles technologies, de collaboration unifiée, etc., pour employer notre jargon, peuvent finalement améliorer la communication entre les professionnels. Donc ça, c'est tout un premier axe. Le deuxième axe, c'est finalement le patient, sa maladie, sa famille, comment je vis moi en tant que patient, le lien à ma maladie, surtout effectivement quand on est dans une pathologie longue durée, c'est un lien qui s'installe et qui s'installe pour longtemps, voire pour toujours. Donc ça fait partie intégrante de qui je suis et comment le suivi de cette maladie s'intègre finalement dans ma vie et comment nous pouvons, je dirais, participer à proposer une certaine forme d'information, d'éducation, d'information, de prévention, etc.
Et puis alors on est dans une troisième, je dirais prévention d'ailleurs, entre guillemets, parce que le patient et sa maladie, on est vraiment au niveau du patient qui est malade. Le troisième axe qui est encore aujourd'hui émergent, puisque on n'est pas forcément une société où culturellement la prévention est très développée, hein. On est plus dans une société où on se soigne quand on est malade. C'est finalement comment... je crois qu'à un moment, il y avait empowerment. Donc, en fait, finalement, comment on engage le patient lui-même, ou en fait le citoyen lui-même, dans un schéma de prévention et de bien-être pour lui et sa famille. Donc là, ce sont des logiques plus grand public, et c'est le troisième axe. Alors évidemment, si dans les termes qu'on utilise un peu tout le temps, l'open innovation, on ne va pas faire ça seul. Quand je disais que le métier d'un opérateur, c'est le lien, ensuite on peut être en conseil, on a des équipes qui ont travaillé sur des projets, donc qui accompagnent les clients, les réseaux de soins, les hôpitaux, les acteurs qui veulent pousser ce type de nouvelles technologies dans la santé, et puis on les accompagne en amont et j'irai sur l'ensemble du développement d'un projet. Mais notre rôle, c'est celui du lien, donc on s'appuie sur nos métiers en tant qu'Orange, autour de l'hébergement, le transport de l'information. Alors, il y a ce fameux cloud computing, je n'ai pas résisté à le mettre, puisqu'il est sur beaucoup de... c'est un peu le buzz autour du cloud computing en ce moment. Qu'est-ce que c'est le cloud computing finalement? Parce qu'une fois qu'on a parlé du terme, c'est plutôt essayer de se dire, si on met, bien sûr en toute sécurité et en toute intégrité, la complexité technologique chez les acteurs qui savent la gérer, finalement nous, utilisateurs, moi dans mon hôpital ou moi dans mon cabinet, j'ai une logique de service en fait. Donc j'ai un métier et j'ai pas envie forcément de devoir gérer les machines, les serveurs, etc. Donc je la confie à un tiers. Donc c'est extrêmement résumé, mais en tout cas vu l'utilisateur, c'est la logique en tout cas, c'est-à-dire de se dire ma priorité c'est mon métier et je m'associe à un acteur qui a un autre métier. Donc ce qui est important dans ce schéma, je dirais sans en retenir le détail, c'est qu'on on travaille bien sûr à plusieurs. Orange n'est pas le groupe Orange n'est pas un acteur médical. Nous ne sommes pas. Donc il y a des grands acteurs dans le domaine de la santé. Il y a des GE Healthcare, Alpha Healthcare, Siemens, de nombreux éditeurs. Donc en fait, la liste est longue. Donc j'en ai cité que. Donc pardon si certains pensent que j'ai fait des impasses énormes, mais en fait il y a beaucoup d'acteurs qui ont travaillé sur l'informatisation du système d'information dans l'hôpital, etc. Donc on travaille bien sûr avec tous ces acteurs-là, puisque finalement chacun son métier. Alors, ce que j'ai voulu essayer bon, ce slide est un petit peu chargé, excusez-moi, mais parce que je voulais vous donner quelques exemples, et c'était de se dire finalement, quand on parle d'innovation, quels peuvent être les axes et sur quels axes on essaye de travailler. Alors il y a un premier axe qui est finalement toute l'anticipation. Donc l'anticipation à laquelle participe donc la division santé du groupe, notre R&D. On a toute une équipe R&D santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de comprendre ce que c'est ce développement de la télémédecine, ce qu'il va y avoir derrière. Il y a tout un mouvement aussi qui s'appelle le Mobile Health, et notamment le Mobile Health Alliance dans les pays émergents, puisque évidemment c'est le mobile qui aujourd'hui est l'outil de communication un peu universel dans les pays émergents. Donc comment ce téléphone peut être un outil qui permet de donner accès à un certain nombre d'informations, de suivre sa maladie, etc. Donc c'est tout ce qu'on appelle l'Alliance Mobile Health. Le maintien à domicile aussi des personnes âgées, ce sont des sujets où aujourd'hui il faut être très très humble sur les nouvelles technologies. Il ne s'agit absolument pas d'arriver avec quelque chose qui fasse peur et puis qui finalement soit complètement inopérant. Mais notre population vieillit. Cette année, il y a toute une réflexion sur
justement l'assistance à domicile, etc. Donc vous avez dû, je vois, voir un certain nombre d'écrits sur le sujet. Donc comment est-ce qu'on peut, de manière vraiment effacée, parce que c'est là aussi où on doit beaucoup réfléchir avec des ergonomes, avec les patients eux-mêmes et leurs familles, comment est-ce que ces nouvelles technologies peuvent aider les personnes qui vieillissent à être autonomes chez elles un peu plus longtemps. Et comment tout ça, à un moment aussi, puisque là on parle d'innovation, mais l'innovation doit aussi se situer dans une réalité, je dirais un peu économique et macroscopique, finalement, comment on va travailler avec tous les acteurs qui sont en train de réfléchir à toute la problématique d'autonomie en ce moment. Et puis tout ça, ça va aussi par des standardisations. Donc il y a des grands standards qui sont en train d'être regardés. J'en ai cité un pour information qui est Continua. Toutes ces communications demain, enfin même aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est des projets qui existent. Si j'ai un glucomètre communicant parce que je suis diabétique, pour être sûr que donc mon médecin va pouvoir avoir plus régulièrement les infos. Il est quand même important à un moment que tous ce qu'on appelle les devices médicaux communicants communiquent à peu près tous de la même manière et que tout ça soit un peu normalisé. Parce que sinon, il y a un peu un risque qu'on ait, finalement, qu'on n'arrive pas à créer quelque chose, un système un peu global et que ce soit des initiatives technologiques isolées. Donc, tout ce qui est standardisation, c'est important pour faire progresser, je pense, l'innovation. Alors après, un deuxième axe d'innovation, ça va être aussi l'innovation aux côtés de nos clients sous forme d'expérimentation ou de pilote. Donc là, on va plutôt tester des nouveaux usages. On n'est pas, c'est une forme d'investissement. C'est un investissement pour le groupe. Donc je vous en ai cité deux. Pour exemple, on travaille avec un réseau de soins. Donc un réseau de soins, c'est vraiment c'est une organisation complémentaire à la structure hospitalière qui va vraiment essayer de suivre le parcours d'un patient par pathologie. C'est-à-dire depuis son médecin de ville, éventuellement les personnes qui vont venir chez lui, jusqu'au service hospitalier. Donc les réseaux de soins se sont créés autour des maladies chroniques en général. Donc, il y a une association qui s'appelle Calidial, dans la région lyonnaise, pour laquelle les patients sont essentiellement des personnes âgées qui souffrent d'insuffisance rénale. Et dans le cas d'insuffisance rénale relativement avancée, il est important de suivre l'état de la personne régulièrement, en fait. Donc, il y a un certain nombre de données que la personne doit rentrer, comment elle se... Et puis, pas que des données purement médicales. C'est-à-dire aussi des données, je me sens comment, est-ce que j'ai les jambes enflées, est-ce que je me sens fatiguée, etc. Donc, c'est encore une démarche expérimentale, mais ce sont des choses qu'on est en train, donc on a mis en place. Donc, la personne est munie d'une tablette tactile. On a essayé de faire quelque chose de très ergonomique. Les gens se sont appropriés. D'ailleurs, il y a un verbatim que j'aime bien, c'est qu'il y a un monsieur qui dispose de la tablette et qui nous dit « Oh ben, elle est contente » parce qu'en fait, sa femme est contente. Et donc, finalement, les patients se sont bien appropriés l'usage. Alors après, évidemment, on regarde, et ça s'inscrit dans des études cliniques, comment tout ça fait que les gens sont en meilleure santé, vivent mieux leur quotidien, et puis aussi à un moment, la répartition des différents actes et je dirais l'économie globale de la chose. En Espagne, on a fait un projet qui n'est pas le même, c'est pas la même pathologie, mais qui s'inscrit un petit peu dans la même logique, qui est le suivi d'une maladie chronique. On a travaillé avec une clinique dans la région de Navarre sur des diabétiques, donc deux types de diabète, le diabète héréditaire et puis le diabète lié à la surcharge pondérale et à une mauvaise alimentation, enfin, si je peux me permettre, voilà. Et là, en fait, on a proposé aux patients de disposer d'un téléphone, d'un téléphone quand même type nouvelle génération, et de rentrer soit manuellement une partie des informations, soit aussi directement en fonction de leur taux d'insuline, la balance communicante, etc. Et donc ces technologies, elles existent,
les professionnels de santé ont adhéré, les patients ont adhéré. Donc je dirais qu'on là où on doit regarder maintenant, c'est comment finalement comment on passe d'une logique qui est un peu expérimentale à quelque chose où finalement les acteurs clés du marché s'approprient réellement ces nouvelles technologies dans leur mode de fonctionnement, dans leur façon de travailler. Et puis aussi, quelles sont les grandes tendances, y compris par l'État et par les financeurs de la santé, pour pousser ce type de projet. Alors, évidemment, l'innovation, c'est aussi un moment investir dans des infrastructures parce que il faut aussi être un peu push. Donc, on a, par exemple, hein, ce sont des exemples, hein, et je pense que des acteurs similaires à nous en ont, hein, d'autres. On a lancé une gamme qu'on appelle l'hôpital connecté. Donc, c'est de mettre des infrastructures, c'est un peu démarrer par le bas, hein, finalement, mais mettre des réseaux, toute l'informatique qui va bien dans l'hôpital pour essayer d'aider l'hôpital avec tous les acteurs à la fois métiers, donc les soignants et ceux qui fournissent les systèmes d'information dans l'hôpital, c'est de faire que l'information soit fluide, qu'elle soit entre les services, on soit bien organisé, que l'information qui concerne un patient reste, etc. Donc je pense que vous avez dû lire des choses sur le dossier médical partagé, donc ce dossier national qui s'appelle le DMP. Alors là, c'est un projet national. Là, on est plus en train de parler des flux dans l'hôpital, hein, donc des informations qui circulent entre les différentes équipes d'un hôpital. Et c'est vrai qu'en termes d'initiative nationale, il y a ce DMP dont l'objectif est de dire à un moment, moi je suis un patient, parfois il s'avère que c'est au patient de réconcilier son dossier médical, donc de prendre tout, d'avoir des dossiers comme ça et puis de jamais oublier une pièce. Donc il y a un moment, c'est vrai qu'il est quand même assez naturel que la profession, au sens très large, puisse conserver les éléments clés du parcours d'un patient pour lui offrir une bonne continuité de soins. Alors, je parlais tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il faut quand même, c'est sensible. Là, on parle de la santé des gens, on parle de leur vie, etc. Et l'informatisation des données, donc quand on est un acteur comme nous, ou les acteurs de notre profession, je vais dire, on doit faire très attention. Donc évidemment, ce sont des réflexions conjointes avec les différents ministères. Donc il y a eu toute une réflexion amont à laquelle nous avons participé sur ce que doit être globalement un référentiel de sécurité autour des données personnelles de santé. Donc on a participé avec un certain nombre d'industriels à ce référentiel qui est assez... Enfin, qui est dur, hein, puisque c'est vraiment, c'est proche du secret défense ou en termes d'analogie, c'est évidemment. Et puis, vous avez peut-être vu passer dans la presse que dans des pays où on n'a pas nécessairement mis en œuvre ce type de dispositif, il y a eu quand même parfois des problèmes. Donc, il y a un référentiel qui est très, très contraignant et auquel est bien évidemment on s'est astreint et donc on est agréé hébergeur de données de santé. On est le premier à l'être parmi les opérateurs. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'il y a aussi ce qu'on appelle le décret de confidentialité. Donc, un médecin, il est muni d'une carte qui l'identifie, l'authentifie de manière unique. Et en fait, alors en particulier, si vous allez chez le médecin, vous pourrez regarder, revoir si vous voyez la fameuse carte. En général, elle reste à vie pratiquement dans l'ordinateur. C'est une carte qui est unique par professionnel de santé et qui fait que l'ensemble des échanges, si par exemple il envoie à un autre praticien de l'information concernant un patient, ces informations, on sait qu'elles viennent de lui, elles sont cryptées, etc. C'est plus compliqué à mettre en œuvre dans l'hôpital parce qu'il y a tellement de gens, mais l'hôpital est réputé quand même le mettre en œuvre. Voilà. Et puis l'innovation, quatrième axe d'innovation, au-delà de l'investissement, c'est aussi l'innovation. Donc là, c'est peut-être un peu plus, je dirais, ce que je fais moi au quotidien dans mon métier, c'est quand les clients nous font progresser et quand on arrive à penser ensemble avec les clients en amont, réfléchir ensemble avec les clients.